La Russie recrute quelques milliers de soldats du Yémen pour aller combattre en guerre en Ukraine. Russian forces will grow. They are growing their force generation. They are creating new brigades. By the end of the year, they wanted to achieve. By June 1st, they achieved half of what they tried to put as an objective. They have problems with mobilization. That's why they use DPRK. They use a lot of people like mercenaries from Africa, Asia. Now they use DPRK, so it means that they have problems, but they're not stopping, they're growing. La guerre est très compliquée, les amis, surtout quand on ne sait pas quand est-ce qu'elle finira. La guerre, c'est le perdu. C'est le noir. Ceux qui ont déjà été dans la guerre ou comprennent la guerre savent de quoi je parle. La Russie vient de recruter des hommes du Yémen pour aller combattre en Ukraine. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça fait un moment que la guerre perdure et qu'il y a beaucoup de pertes en humains. Beaucoup de pertes de la part des Russes, ainsi que beaucoup de pertes de la part des Ukrainiens. Chez les Ukrainiens, ça a été assez compliqué parce qu'il fallait commencer à recruter de force des civils. On a établi l'âge de 18 ans à 63 ans pour aller faire la guerre. Et c'était obligatoire. Beaucoup de personnes étaient tenues de force, beaucoup de personnes par patriotisme, mais l'effort a été fait. En Russie, de même, c'est la guerre. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes de la Russie, vous ne perdez pas des hommes. Bien sûr qu'il y a des hommes qui tombent. Il faudrait remplacer ces personnes. Bien que la Russie, d'après elle, n'est pas en guerre ouverte, mais toujours en opération spéciale, on n'a pas fait appel à tout ce qu'il y a comme réservistes. Voilà pourquoi la Russie a fait appel aux Nord-Coréens en échange avec quelques outillages militaires. Les Nord-Coréens, à hauteur de 12 000, sont présents en Russie, en train de faire face aux Ukrainiens, pour récupérer le territoire russe en possession par des Ukrainiens. Maintenant, à ce qui paraît, depuis le mois de juillet, les Russes ont recruté à travers des groupes alliés Houthis, soutenus par l'Iran, et leur promettaient des emplois lucratifs et des communications, la citoyenneté russe aussi. Et beaucoup parmi ces jeunes qui ont fait la guerre, d'ailleurs, beaucoup sont des hommes de guerre, pas nécessairement militaires, sont partis en Russie et répondu à l'appel. Il y a aussi eu des civils munis de leur esprit chevaleresque, parce que généralement, vous savez, les gens du Moyen-Orient sont des gens qui n'ont jamais peur de guerre. Ils sont partis en Russie pour aller représenter leurs lois et leurs droits. Donc, on dit que les hommes ont apparemment été recrutés par des groupes liés aux Houthis, soutenus par l'Iran. Ils promettaient des emplois lucratifs et la citoyenneté. Donc, ces personnes, évidemment, vont partir représenter la Russie dans leur guerre parce qu'ils estiment que, contrairement à ces autres-là de l'Occident, la Russie peut-être a un Moyen-Âge beaucoup plus approprié pour le reste du monde. Ce n'est pas une façon de réfléchir dont un certain nombre de personnes ou de pays, si vous préférez, devraient dominer sur les autres, alors que les autres n'ont aucun droit sur le plan international. Alors, beaucoup de personnes, il faut le dire, beaucoup de pays estiment quelque part que la Russie est un sauveteur, est un sauvetage, est un moyenneur de justice. Pourquoi? Parce que la Russie, apparemment, est le seul pays, si pas parmi les seuls pays, qui ont le courage de se lever contre la puissance de l'Occident, qui depuis longtemps a assujetti beaucoup de nations. Donc la Russie en Ukraine aujourd'hui a malgré tout perdu beaucoup de troupes et a besoin de remplacement. Donc les Houthis sont présentés. Les Houthis sont là pour aller combattre. En réalité, vous savez, beaucoup de personnes pensent que si beaucoup d'Africains avaient l'esprit aussi dur que les Houthis et certaines personnes du Moyen-Orient, aucun pays africain ne serait dictateur ou victime de dictature. Beaucoup de pays africains sont victimes de dictature parce que les Africains en général sont des peureux. Ah oui, il faut vous dire la vérité, hein. La vérité blesse. Le mensonge ne fait rien. Si vous saviez que vous n'étiez pas peureux, vous ne serez pas dérangé par ça. Si vous l'êtes en tout cas. Les Africains en général sont peureux. Ils ont peur d'aller mourir. Ils ont peur de se sacrifier pour la nation. Ils attendent toujours qu'une autre personne fasse le sacrifice, même s'ils sont aussi sujets à l'assujettissement. Pendant que ceux-là sont prêts à se sacrifier. À tort ou à raison. Pour les intérêts généraux. Donc, les Africains pourraient en tirer quelques leçons, certaines personnes pensent. Alors, en Russie, on a fourni beaucoup d'efforts jusque-là pour recruter la jeunesse. On a même offert à hauteur de $100 000 de retrait de dettes à toute personne qui voudrait aller faire la guerre ou partir au front. Donc, si vous avez des dettes de la banque, la dette de l'État, vous devrez quelque chose à l'institution. On vous réduira ou on va retrancher cette dette à hauteur de $100 000 pour que vous partiez à la guerre. On a même offert des salaires assez élevés pour certaines personnes pour aller en guerre. On a offert aux prisonniers l'opportunité d'aller faire la guerre pour retrouver leur liberté. On a offert des armements et des conditions appropriées à certaines personnes pour aller faire la guerre. Ceci veut simplement dire que la guerre n'est pas bonne. Alors la question qui reste est évidente. Pourquoi les Houthis sont partis en guerre? Est-ce parce qu'ils détestent l'Occident? C'est une probabilité. Pourquoi détesteraient-ils l'Occident? Les Houthis détestent manifestement l'Occident parce que l'Occident soutient Israël. Et les Houthis sont en guerre depuis longtemps contre Israël. Les Houthis sont-ils partis peut-être à cause de l'Iran, puisque l'Iran est un allié de la Russie et aussi allié des Houthis, puisque l'Iran, comme vous le savez, fournit les armements nécessaires
aux Houthis pour aller faire la guerre. Si une personne qui vous fournit les armes pour continuer à faire la guerre et vous défendre, vous demandez de faire quelque chose de très important, quelles en seraient les chances que vous disiez non? Très peu. Puisque en refusant, évidemment, on pourrait carrément couper l'aide. Et ce serait détrimental à votre progrès et votre évolution ou votre système existentiel. Les Houthis sont-ils peut-être partis à cause des salaires, à cause des bons salaires qui leur sont proposés par les Russes? C'est une probabilité. Ça pourrait aussi être une combinaison des trois raisons à la fois. Alors, il se paraît qu'il y aurait un déserteur de l'armée russe. C'était un chef de l'armée, un officier supérieur, aurait déserté l'armée et parti de l'autre côté, vous savez, et a donné des interviews à travers lesquelles il a certifié que l'arsenal nucléaire russe est en effet très prêt et très modernisé. Donc, contrairement aux informations que beaucoup de personnes ont eues, aux informations qui courent les rues, hein. On raconte que les Russes, leur arsenal vieux, datant de l'Union soviétique, en cas de guerre contre l'OTAN, avoir beaucoup de difficultés à fonctionner correctement. Un officier supérieur qui a déserté l'armée russe vient de renforcer l'idée selon laquelle que l'immense arsenal atomique est en état d'alerte et prêt à fonctionner maintenant. That's a very simplified view from so-called experts. Russia has an enormous arsenal and a huge amount of warheads and constant patrol on land, sea and air. The weapons are fully operational and battle-ready. Maintenance work never stops, not even for 1 minute. Il faisait évidemment partie de l'unité de l'arsenal atomique. Il dit que le temps de réaction à un ordre de tir n'était que de 2 minutes. Et aujourd'hui, il sait qu'il est traqué par le FSB. The FSB, the Interior Ministry, local police, they're all looking for me. I realize I could be kidnapped and taken to Russia by plane. Now, I try to help other soldiers to flee. I understand the more that I do that, the higher the chances they could try and kill me. Le FSB, c'est le service spécial, un peu comme l'FBI et la CIA, modèle russe. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de bruit sur Internet où on dit que les armes russes sont vieilles. Hein, il s'est rouillé, ça date de l'époque soviétique. Ils ne sont pas à même de faire ce qu'ils prétendent faire. Ils n'ont pas les capacités. Il n'y a pas eu d'entretien. C'est un peu comme les Africains en général. On leur donne une voiture, on roule la voiture jusqu'à la voiture pète. Alors là, on va faire des entretiens. Enfin bref, excusez-moi, mais vous savez que je dis la vérité. Alors on estime les Russes un peu du genre à attendre jusqu'à ce que les... Enfin, vous comprenez de quoi je parle. Le monsieur certifie que ce n'est absolument pas correct. L'arsenal russe est bien prêt. Ils sont en capacité de destruction comme jamais dans le passé. Et l'arsenal nucléaire est immense et bien entretenu. Il évoque aussi qu'il y a des exercices d'entraînement incessants avec un temps de réaction limité à 2 minutes. Concernant l'état réel de l'arsenal nucléaire russe, il rejette les doutes de certains experts occidentaux qui estiment qu'une grande partie de l'équipement daterait de l'époque soviétique et pourrait ne pas fonctionner. On the day the war started, we were put on full combat readiness and shut in the base. The weapons were fully in place and we were ready to the maximum extent. The state of alert was cancelled after 2 or 3 weeks. Je ne sais pas pourquoi les Européens ont cette tendance de penser que voilà, c'est pour eux seulement qui fonctionne. Tout ce qui est chinois, ça fonctionne pas, tout ça. Tout ce qui est russe, écoutez, c'est soviétique, ça fait tout ça. Mais ça pète, comme Orshnik, ça pète, ça détruit. Après le début de la guerre en Ukraine, Igor raconte avoir reçu ce qu'il considère comme un ordre criminel. La raison pour laquelle il aurait déserté, il dit, après le début de la guerre, il aurait reçu un ordre qu'il a considéré comme criminel. Il dit, on nous a dit que les civils ukrainiens étaient aussi des combattants à éliminer. C'est une ligne rouge que je ne pouvais pas franchir. Refusant de diffuser cette propagande, il a été sanctionné et transféré dans une brigade d'assaut régulière. Point. On l'informe qu'il serait envoyé sur le front. Redoutant cet ordre, il décide de fuir la Russie avec l'aide d'une organisation de déserteurs. Apparemment, il y a une organisation de déserteurs qui aide les gens à fuir la guerre. Alors lui dit, la raison pour laquelle il a quitté, c'est parce que l'armée, l'ordre lui a été donné d'épasser à d'autres militaires, parce que c'était un officier supérieur, d'éliminer les Ukrainiens civils parce qu'ils sont aussi militaires. Point d'interrogation. Et c'est la raison pour laquelle il serait parti. Maintenant, la question qu'on se posait, si les Russes vraiment pensaient que les Ukrainiens civils sont aussi militaires, c'est-à-dire des cibles évidentes, la question est celle-ci. Pourquoi la Russie n'a pas carrément bombardé toute l'Ukraine ? Puisque tout le monde est militaire dans ce cas. Parce que s'ils pensaient vraiment que tout le monde était militaire et qu'ils voulaient quelque part protéger les civils afin que cette guerre ne fasse pas autant de dégâts, pourquoi ne lancent-ils pas des bombardements effrayants et aveugles comme le feraient les Américains? Comme ils le font généralement, ils envoient des avions pour aller bombarder, détruire complètement, aplatir des villes. Alors la question qui se pose, monsieur dit-il la vérité ou pas? Pour l'interrogation. En ce qui concerne l'arsenal nucléaire, a-t-il des raisons de mentir? Je ne vois pas pourquoi l'Occident diffuserait une information pour confirmer la force de la Russie, à moins que ça soit la vérité. Les Russes recrutent les Houthis pour aller faire la guerre. De leur côté, on leur promet beaucoup de choses. Un déserteur confirme que l'armée russe et son arsenal nucléaire ont été prêts depuis le début de la guerre. God bless.